Je m'appelle Alex et, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été l'invisible, celui qui ne comptait pas. En grandissant dans une famille de 2 garçons, j'ai vite compris quelle était ma place, en bas de l'échelle. Mon jeune frère, Benjamin, était l'enfant prodige, le centre de l'univers autour duquel tout tournait. Il n'était pas particulièrement brillant ou talentueux, mais pour mes parents, M et Madame Thompson, il ne pouvait rien faire de mal. Pendant ce temps, j'étais traité comme un serviteur non rémunéré, une utilité destinée à assurer le bon fonctionnement de la maison pendant qu'ils versaient tout leur amour, leur attention et leurs ressources à Benjamin. Les matins de Noël étaient les pires. Je regardais Benjamin déballer des boîtes remplies de nouvelles consoles de jeux, de vêtements de marque et des gadgets les plus branchés que l'argent pouvait acheter. Quand venait mon tour, je me retrouvais à fixer des romans d'occasion, des chaussettes ou des fournitures scolaires. Une fois, à 14 ans, j'ai économisé chaque centime de mon travail de livreur de journaux pendant des mois pour m'acheter une paire de baskets décentes. Le lendemain, ma mère m'a réprimandé pour avoir gaspillé de l'argent en futilité. Mais cet après-midi-là, elle est rentrée à la maison avec des crampons à $500 pour Benjamin, affirmant qu'il en avait besoin pour grandir. L'injustice ne s'est pas arrêtée là. Mes week-ends n'étaient pas consacrés à jouer à des jeux vidéo ou à sortir avec des amis. Au lieu de cela, j'étais dehors à tondre la pelouse, à nettoyer les gouttières ou à garder Benjamin pendant que mes parents se reposaient ou faisaient des courses. Ils me trouvaient mature et fiable, comme si ces mots justifiaient de faire de moi leur assistant personnel. Et pourtant, malgré mes efforts incessants pour exceller sur le plan scolaire, ils le remarquaient à peine. Quand j'étais sur la liste d'honneur, mon père jetait un coup d'œil à mon bulletin scolaire et marmonnait quelque chose sur le fait que Benjamin se rattraperait bientôt. Mais quand Benjamin rapportait des C+, il le célébrait avec de la crème glacée, saluant ses progrès. Puis vint le moment qui brisa tout espoir qui me restait. Cela a commencé par une enveloppe, une lettre du MIT. Contre toute attente, j'avais été accepté avec une bourse complète. Tout était pris en charge, les frais de scolarité, le logement, les livres, et même les frais de subsistance. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti vu, validé. J'imaginais marcher sur scène lors de la remise des diplômes, me prouvant à moi-même et à eux que je valais quelque chose. Ce soir-là, j'ai posé soigneusement la lettre sur la table du dîner, attendant le bon moment pour partager la nouvelle. J'ai été accepté au MIT, ai-je annoncé, la voix tremblante d'excitation. Le silence tomba dans la pièce. Mon père jeta un bref coup d'œil à la page avant de reprendre son repas. Ma mère lui lança un regard rapide, puis se tourna vers Benjamin et dit « As-tu dit à ton frère que tu as été sélectionné dans l'équipe de basketball junior ?» Comme ça, mes rêves ont été rejetés. Mon cœur s'est effondré alors qu'il continuait à discuter de la façon dont Benjamin intégrerait sûrement l'équipe universitaire l'année prochaine. J'étais assis là, ma fourchette suspendue dans les airs, me sentant à nouveau invisible. 2 semaines plus tard, mon père nous a appelés à la table de la cuisine pour ce qu'il a décrit comme une discussion familiale. Son ton était ferme, inflexible. Après mûre réflexion, il a commencé « Nous avons décidé que tu n'iras pas au MIT. Au lieu de cela, tu fréquenteras le collège communautaire local. Si tu réussis, tu pourras intégrer une université d'État après 2 ans. Mais le MIT est entièrement financé, ai-je protesté. Je n'ai besoin d'aucune aide financière. Ce n'est pas une question d'argent, a rétorqué ma mère, tamponnant ses yeux secs. Benjamin commence le lycée et il aura besoin d'une aide supplémentaire. Avec ton père qui voyage plus pour son travail et moi qui prends des quarts supplémentaires à l'hôpital, nous avons besoin de quelqu'un ici pour que tout fonctionne correctement. Leurs paroles m'ont frappé comme un coup de poing. Une fois de plus, j'étais sacrifié au profit de Benjamin. La voix de mon père s'est refroidie. Tant que tu vivras sous ce toit, tu respecteras nos attentes. Puis ma mère a porté le coup de grâce, comment as-tu pu seulement penser à quitter ta famille en ce moment, après tout ce que nous avons fait pour toi? Cette nuit-là, je suis resté éveillé à fixer le plafond. Chaque once de colère, de frustration et de douleur bouillonnait en moi. J'ai alors réalisé que rester signifierait me perdre complètement. J'ai donc pris une décision, qui allait tout changer. Silencieusement, j'ai commencé à emballer mes affaires, vêtements, manuels de codage, documents importants. Je les ai entreposés chez Ethan, mon seul véritable ami, qui ne m'avait jamais laissé tomber. J'ai retiré toutes mes économies, ouvert un nouveau compte bancaire et vendu tout ce que je ne pouvais pas emporter avec moi. Chaque objet que j'emballais était comme récupérer une partie de moi-même. Le matin de mon départ, je me suis réveillé avant le lever du soleil.
La plupart de mes affaires étaient déjà parties, ne laissant qu'un petit sac de voyage avec l'essentiel. J'ai griffonné une note et l'ai laissée sur mon matelas, je choisis une nouvelle direction. Merci de ne pas essayer de me joindre. En sortant, je me suis arrêté un instant, regardant la pièce qui contenait tant de souvenirs douloureux. Puis, sous la douce lueur de l'aube, je me suis éloigné, ne portant rien d'autre que de la détermination et la plus faible lueur d'espoir. L'indépendance et le voyage vers le succès. Le premier jour où je suis entré sur le campus du MIT, je me suis senti comme un étranger en terre étrangère. Tout était nouveau, les salles de conférences imposantes, les laboratoires animés remplis de machines vrombissantes et les étudiants qui semblaient irradier la confiance. Mais sous mon incertitude se trouvait une détermination inébranlable. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas un second rôle. Je n'étais pas le grand frère invisible ou l'assistant non rémunéré. J'étais Alex Thompson, étudiant dans l'une des institutions les plus prestigieuses au monde. Et j'allais faire en sorte que ça compte. La transition n'a pas été facile. Les cours étaient épuisants, et il y a eu des moments où j'ai douté de moi. Les nuits tardives sont devenues ma norme alors que je jonglais avec les séries de problèmes, les projets de codage et le travail à temps partiel. Pourtant, au milieu du chaos, quelque chose de remarquable s'est produit, j'ai commencé à prospérer. Au cours de ma deuxième année, j'ai décroché un stage dans une grande entreprise technologique de Boston. Ce fut mon premier avant-goût de validation en dehors des limites de la négligence de ma famille. Mon superviseur m'a mis à part après ma présentation finale et a dit « Tu as du potentiel, gamin. Ne laisse personne te dire le contraire. » Ces mots sont restés avec moi, alimentant ma volonté de faire encore plus mes preuves. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme, j'avais non seulement obtenu mon diplôme, mais j'avais également brisé toutes les attentes placées sur moi. J'étais le major de promotion de ma promotion en informatique, debout sur scène pour prononcer un discours qui a laissé le public applaudir pendant des minutes. En tenant mon diplôme en main, je me suis accordé un rare moment de fierté. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle, c'était la preuve que je pouvais m'élever au-dessus de tout ce qu'ils avaient essayé de m'imposer. Après l'obtention de mon diplôme, les opportunités ont frappé à ma porte. J'ai rejoint une importante entreprise de la Silicon Valley où mes solutions innovantes ont rapidement attiré l'attention des hauts dirigeants. En 3 ans, j'ai été promu 2 fois, devenant finalement le directeur exécutif d'une division mondiale. Mon salaire annuel a dépassé les 750 000 $ et j'ai acheté ma première maison, un condo élégant dans un quartier huppé. Pour la première fois, j'ai connu ce que cela signifiait d'être valorisé, non pas en raison des liens du sang, mais en raison du mérite. Mais le succès n'était pas seulement une question de richesse ou de titre. Pour moi, il s'agissait de créer une vie où je me sentais vu et apprécié. J'ai bâti un réseau d'amis qui célébraient mes réalisations et me soutenaient dans les défis. Ethan est resté mon confident le plus proche, toujours prêt à donner des conseils ou des encouragements. Puis, 2 ans après le début de ma carrière, j'ai rencontré Denise, une brillante ingénieure dont sa propre histoire familiale compliquée la rendait exceptionnellement empathique. Ensemble, nous avons formé un partenariat fondé sur le respect et la compréhension mutuelle. Pour redonner, j'ai fondé une organisation à but non lucratif visant à aider les jeunes issus de familles émotionnellement négligentes. Chaque bourse accordée était comme un petit acte de justice, une façon de réécrire le scénario pour les autres qui pourraient se sentir piégés dans leur situation. Grâce à la thérapie, j'ai également commencé à guérir des blessures de mon éducation, apprenant à séparer l'empathie de l'obligation. Lentement, j'ai créé ce que mon thérapeute a appelé une famille choisie, un cercle de personnes qui me valorisaient vraiment. Pendant 7 ans, j'ai maintenu un silence complet avec ma famille biologique. Ils ont essayé de me joindre, email, appel, et même enrôler des parents éloignés pour me faire culpabiliser, mais je n'ai jamais répondu. J'ai maintenu ma présence en ligne au minimum, en m'assurant qu'aucune trace ne les ramène vers eux. Pour eux, j'étais probablement toujours le fils décevant qui refusait de jouer son rôle. Ce récit me convenait parfaitement. Je vivais enfin une vie où je comptais. Puis, un mardi matin, le téléphone a sonné. Un numéro que je n'avais pas vu depuis des années s'est affiché à l'écran. Quand j'ai répondu, la voix de mon père m'a accueilli, plus âgé, plus lasse, mais portant toujours le même ton autoritaire. Il a sauté les formules de politesse, plongeant directement dans sa demande. Benjamin allait se marier, et il s'attendait à ce que je contribue à hauteur de 15 000 $ à la cérémonie extravagante. Nous pensons que 15 000 $ devraient couvrir ta part, a-t-il déclaré sans ambages. Compte tenu de tout ce que nous avons fait pour toi, le moins que tu puisses faire est de soutenir ton frère à cette occasion importante.
J'ai failli éclater de rire face à l'audace de ces mots. Papa, ai-je répondu calmement, j'ai terminé mes études au MIT il y a une demi-décennie. Je suis maintenant directeur exécutif dans une grande entreprise technologique, gagnant plus de 750 000 $ par an. Je suis propriétaire de ma propriété. Je n'ai pas eu besoin de votre aide depuis que je suis parti, et je n'en ai certainement pas besoin aujourd'hui. La ligne est restée silencieuse. Pour une fois, mon père était à court de mots. Quant au mariage de Benjamin, ai-je ajouté, je n'y assisterai pas, et je n'enverrai pas d'argent. Il n'a jamais été ma responsabilité, quoi que vous ayez fait pour le rendre mienne. Cela n'a pas changé. Avant qu'il ne puisse répondre, j'ai raccroché. Je supposais que ce serait la fin, mais je me suis trompé. Crise et effondrement de la famille Thompson. 3 mois se sont écoulés après mon coup de fil brutal avec mon père. J'étais passé à autre chose, m'immergeant plus profondément dans mon travail, ma relation avec Denise et l'organisme à but non lucratif que j'avais fondé pour soutenir les jeunes issus de familles émotionnellement négligentes. Mais le destin n'en avait pas encore fini avec moi. Un matin, alors que je buvais mon café dans ma cuisine élégante surplombant les toits de la ville, mon téléphone a vibré. Un message d'un vieil ami du pays. La nouvelle était percutante, le mariage de Benjamin a été annulé. Les parents de Julia ont découvert son secret, Benjamin avait détourné des fonds d'un emploi précédent pour financer son train de vie somptueux. Bien que l'affaire juridique ait été traitée discrètement pour éviter le scandale public, les fiançailles ont été rompues et les dépenses non remboursables de la cérémonie extravagante ont été perdues. Les retombées ne se sont pas arrêtées là. Mes parents, qui avaient contracté une seconde hypothèque sur leur maison en espérant récupérer les coûts grâce au cadeau de mariage, étaient maintenant endettés. Le désespoir s'est infiltré dans tous les recoins de leur vie. 2 semaines plus tard, ma mère a appelé, sa voix tremblant de larmes. On va tout perdre, a-t-elle sangloté. Nous avons besoin de 225 000 $ pour garder la maison et régler nos dettes les plus urgentes. Ces paroles portaient un poids que je n'avais jamais entendu auparavant, mais elles ont également déclenché quelque chose de profond en moi, un mélange de pitié et de ressentiment. J'ai accepté de les rencontrer, non pas parce que j'avais l'intention d'aider, mais parce que je voulais entendre leur tragique histoire de première main. Ce week-end-là, je suis arrivé dans un café tranquille près de chez eux. Je m'étais habillé délibérément, portant un costume sur mesure et une montre haut de gamme. Des signaux discrets de succès, je savais qu'ils les reconnaîtraient. En entrant, je les ai vus immédiatement, les cheveux de mon père maintenant complètement argentés, le visage de ma mère marqué par le stress et Benjamin affalé sur son siège, visiblement plus lourd, mais portant toujours cette énergie suffisante dont je me souvenais si bien. « Merci d'être venu » a dit ma mère, tendant la main vers moi. J'ai gardé mes doigts enroulés autour de ma tasse, dont la chaleur manquerait. Pendant les 20 minutes qui ont suivi, ils ont tourné en boucle leur histoire, la lettre concernant la perte de la maison, les méfaits financiers de Benjamin, les plans de mariage annulés et les acomptes qui étaient partis pour toujours. Ils avaient épuisé leur fonds de retraite, emprunté à des amis, vendu tout ce qui avait de la valeur. Maintenant, ils n'avaient plus d'option. Nous sommes toujours ta famille, a conclu ma mère, sa voix suppliante. Quand ce fut mon tour de parler, j'ai pris une longue gorgée de café, en posant doucement la tasse. Quand j'avais 16 ans, ai-je commencé, d'une voix ferme, j'ai passé 6 mois à économiser de l'argent pour acheter une calculatrice graphique pour mon cours de calcul avancé. La veille de l'achat, vous avez pris cet argent pour que Benjamin puisse participer au camp de baseball. Le visage de ma mère a rougi, se souvenant clairement. Puis il y a eu le MIT, leur ai-je rappelé, comment j'ai gagné une bourse complète, seulement pour qu'ils exigent que je reste à la maison et que je joue le rôle de babysitter et de coach scolaire non rémunéré pour Benjamin. Nous avions besoin de toi ici, a interjecté mon père, sur la défensive. Non, je l'ai corrigé sèchement. Vous vouliez que quelqu'un s'occupe du travail parental dont vous ne vouliez pas vous occuper. Il y a une grande différence. Je les ai regardés chacun, croisant leurs regards un par un. Chaque fois que j'avais le plus besoin de vous, vous avez choisi Benjamin. À chaque fois, vous avez gaspillé mes opportunités pour que son chemin reste facile. Ce n'est pas juste. Benjamin a interrompu, parlant pour la première fois. Je n'ai rien demandé de tout ça. Tu as raison, ai-je répondu. Les décisions ont été les leurs, mais tu en as profité, et tu ne m'as jamais demandé ce que ça m'a coûté. J'ai ouvert mon ordinateur portable, en tournant l'écran vers eux. Mon application bancaire affichait un solde de compte dépassant de loin le montant dont ils avaient besoin. Je pourrais effacer vos dettes maintenant, ai-je dit calmement.
Ce montant ne ferait même pas une brèche dans mes dépenses mensuelles. J'ai fait une pause, laissant le moment se fixer. Mais je ne le ferai pas. Pourquoi diable pas, aboya mon père, sa voix s'élevant. Parce que vous n'avez jamais vraiment été ma famille, ai-je répondu d'un ton égal. Une vraie famille s'élève. Elle célèbre les réalisations de chacun. Elle apporte son soutien. Elle ne fait pas qu'exiger tout d'une seule personne. J'ai fermé l'ordinateur portable avec un léger bruit sourd. Le visage strié de larmes de ma mère m'a regardé, et pendant un bref instant, j'ai hésité. C'étaient toujours les personnes qui m'avaient élevé, aussi imparfaite que fût cette éducation. Étais-je en train de devenir aussi insensible qu'il l'avait été pour moi? Peut-être qu'aider serait la chose à faire, le choix compatissant. J'ai imaginé transférer l'argent, voir le soulagement sur leur visage, peut-être même un sincère merci. Mais ensuite, je me suis souvenu de chaque fois que j'avais tendu la main pour obtenir de l'aide, j'avais été laissé seul. Tous les moments où des sacrifices n'étaient exigés que de moi. Je me suis souvenu de la voix dure de mon père qui me disait de renoncer au MIT. Le regard vide de ma mère quand j'ai partagé mes moments les plus fiers. Je savais que si je les aidais maintenant, rien ne changerait. Ils prendraient ce dont ils avaient besoin et recommenceraient à me traiter comme un plan de secours, une banque. Mon hésitation a disparu. J'ai créé cette vie malgré vous, et non grâce à vous, ai-je dit fermement. Et je ne vais pas dépenser ce que j'ai gagné pour aider des gens qui n'ont jamais cru que je valais quelque chose. Le visage de mon père est devenu rouge de fureur. Les pleurs de ma mère ont redoublé. Benjamin m'a regardé comme si je les avais trahis. Espèce de petit bâtard arrogant, a craché mon père, sa voix s'élevant suffisamment pour attirer l'attention des tables voisines. Si je vous entends dire après tout ce que nous avons fait pour vous une fois de plus, ai-je interrompu, d'une voix basse et tranchante, je sortirai tout de suite. Alors dites-moi, papa, qu'avez-vous réellement fait pour moi? Avez-vous encouragé mes objectifs? Avez-vous été fier de mes réalisations? Avez-vous jamais mis mes besoins avant ceux de Benjamin? Il est resté silencieux. Je me suis levé, j'ai ramassé mes affaires et je les ai regardées une dernière fois. Je ne prends aucun plaisir dans votre situation, ai-je dit. Honnêtement, je suis désolé que cela se produise, mais ces problèmes financiers sont les conséquences de vos choix, tout comme mes réalisations sont issues des miens. J'ai quitté le café sans me retourner. L'effondrement complet de la famille Thompson. 2 mois après notre réunion tendue au café, la vie a continué comme d'habitude pour moi. Denise et moi venions de finaliser nos projets de petites vacances pour célébrer sa promotion, et mon organisme à but non lucratif se préparait à attribuer sa plus importante bourse à ce jour. J'avais l'impression d'avoir tout sous contrôle, ce qui contrastait fortement avec le chaos qui avait défini mon enfance. Mais puis, un soir, alors que je rentrais chez moi, mon téléphone a vibré sans cesse avec des notifications. Les messages ont afflué, non seulement de mes parents ou de Benjamin, mais aussi de parents éloignés et de connaissances qui se sont soudainement souvenus de mon existence. Ils essaient de te culpabiliser, a dit Denise calmement, regardant par-dessus mon épaule. Elle avait raison. Chaque message portait le même ton, s'il te plaît, enveloppé d'accusations à peine voilées. Un oncle a écrit, comment peux-tu abandonner ton propre sang? Un autre cousin a ajouté, veux-tu vraiment leur ruine sur ta conscience? J'ai bloqué chaque numéro sans hésitation. C'étaient les mêmes personnes qui avaient fermé les yeux sur mes difficultés en grandissant. Leur intérêt soudain n'était pas de venir en aide à ma famille. Il s'agissait de faire pression sur moi pour que je me conforme. Une semaine plus tard, un vieil ami de ma ville natale m'a contacté. Il s'appelait Jack, quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Tu devrais savoir, commença-t-il avec hésitation, la maison de tes parents, elle a disparu. La banque l'a saisie la semaine dernière. Ma poitrine s'est serrée momentanément, bien que je ne puisse pas dire si c'était de la tristesse ou autre chose. Selon Jack, Benjamin avait emménagé avant l'expulsion, et maintenant tous les 3 étaient entassés dans une location modeste en périphérie de la ville. Mon père avait pris des quarts de nuit comme agent de sécurité, tandis que ma mère travaillait des quarts consécutifs à l'hôpital. Benjamin, sans surprise, restait sans emploi. La nouvelle a piqué, mais pas de la façon dont ils auraient pu s'y attendre. Il y avait une lueur de regret, non pas pour ma décision, mais pour les choix qui les ont menés ici. Ils avaient bâti leur vie sur des fondations fragiles, privilégiant les apparences et la commodité par rapport à la responsabilité. Et maintenant, ces choix les avaient rattrapés. Pourtant, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une pointe de chagrin. Non pas pour eux,
mais pour les opportunités gâchées, l'amour et le soutien qu'ils auraient pu me donner au lieu du ressentiment et de la négligence. 6 mois ont passé, et une autre mise à jour est arrivée par email. Un dernier appel de ma mère, envoyé directement à l'adresse de mon entreprise. Ces mots étaient désespérés, presque suppliants, même si tu n'aides pas Benjamin, pense à moi. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour maintenir cette famille unie. En lisant son message, je n'ai ressenti que calme détermination. Ce n'était pas la première fois qu'elle essayait de manipuler mes émotions, se présentant comme la martyre dont les sacrifices méritaient d'être remboursés. Mais je savais mieux. Chaque sacrifice qu'elle prétendait faire était en fin de compte pour Benjamin, jamais pour moi. Cette nuit-là, assis seul sur mon balcon surplombant les lumières de la ville, j'ai réfléchi à tout ce qui m'avait amené ici. En grandissant, je croyais que la famille était indestructible, un lien plus fort que n'importe quelle épreuve. Mais au fil des ans, j'ai compris que le sang ne garantit pas la loyauté. La vraie famille se construit sur le respect mutuel, sur le fait de donner sans rien attendre en retour. Ma famille choisie, Denise, Ethan, mes collègues et amis, m'avaient montré à quoi ressemblait un soutien inconditionnel. Ils ont célébré mes succès, m'ont soutenu dans les échecs et m'ont rappelé quotidiennement que je comptais. Bloquer l'email de ma mère a marqué la fin d'une époque. Je n'ai pas répondu, sachant qu'il n'y avait plus rien à dire. Au lieu de cela, je me suis concentré sur les leçons que j'avais apprises en cours de route. Fixer des limites n'était pas une question de vengeance. Il s'agissait de me protéger de nouveaux préjudices. Il n'était pas cruel de refuser de les sauver, c'était nécessaire. Les aider maintenant ne ferait que permettre les mêmes schémas toxiques qui nous avaient détruits en premier lieu. Au fil des semaines et des mois, des rapports ont filtré sur les derniers ennuis de Benjamin. Il avait été arrêté à nouveau, cette fois pour avoir écrit des chèques frauduleux. Le mariage de mes parents, mis à rude épreuve par la ruine financière, a officiellement pris fin. Mon père a emménagé dans un studio près de son lieu de travail, tandis que ma mère a loué un petit studio plus près de l'hôpital. Chaque mise à jour dressait un tableau plus clair de leur chute, un point culminant de mauvaises décisions, de priorités mal placées et de décennies à permettre le comportement imprudent de Benjamin. Pourtant, malgré leur souffrance, je n'ai ressenti aucune satisfaction. Les regarder s'effondrer n'était pas une justification, c'était la confirmation de ce que j'avais toujours su. Leurs actions, ou leur absence d'action, avaient façonné leur destin bien avant que je ne parte. Ce qui m'a le plus surpris, c'est le peu d'amertume qui restait. Grâce à la thérapie, je suis arrivé à comprendre que s'accrocher à la colère ne faisait que m'enchaîner au passé. Le pardon ne signifiait pas excuser leur comportement. Cela signifiait me libérer de son emprise. Au moment où le printemps est arrivé, j'avais trouvé la paix. Non pas parce que je leur souhaitais du bien, mais parce que j'avais compris que leur choix leur appartenait, tout comme les miens m'appartenaient. Alors que j'étais debout sur le balcon ce soir-là, regardant le soleil plonger sous l'horizon, j'ai réalisé quelque chose de profond, parfois, s'éloigner n'est pas un abandon, c'est une libération. Le vrai bonheur ne vient pas en s'accrochant à des liens brisés, mais en créant de nouveaux avec des personnes qui vous apprécient vraiment. Une nouvelle vie est le message final. Aujourd'hui, alors que je suis assis sur le balcon de mon condo surplombant les toits de la ville, je ressens un profond sentiment de paix, un sentiment qui me semblait autrefois impossible. Ma vie est maintenant remplie de personnes qui me valorisent réellement. En commençant par Denise, elle n'est pas seulement ma partenaire, elle est mon égale, quelqu'un qui écoute sans jugement et soutient sans condition. Ensemble, nous avons construit une relation ancrée dans le respect mutuel et des rêves partagés. Nous parlons souvent de notre avenir, des projets de voyage, de fonder une famille selon nos propres termes et de vieillir côte à côte. Pour la première fois, je comprends ce que signifie être vraiment aimé. Mais Denise n'est pas la seule à avoir changé mon monde. Au fil des ans, j'ai cultivé ce que mon thérapeute appelle une famille choisie, un cercle d'amis, de collègues et de mentors qui célèbrent mes succès, me réconfortent dans mes échecs et me rappellent quotidiennement que je compte. Ethan reste mon confident le plus proche, toujours prêt à donner des conseils ou des encouragements. L'organisme à but non lucratif que j'ai fondé continue de prospérer, attribuant des bourses aux jeunes qui me rappellent mon jeune moi, des enfants avides de reconnaissance et de soutien. Chaque bourse décernée est comme un petit acte de justice, une façon de réécrire le scénario pour ceux qui pourraient se sentir piégés dans leur situation. En réfléchissant à mon parcours, je réalise le chemin parcouru, d'un garçon accablé par la négligence à un homme libéré de son passé. J'ai appris que la famille ne se définit pas uniquement par le sang. Elle se forge à travers la confiance, le respect et l'amour inconditionnel.
La vraie famille n'exige pas de sacrifice d'une seule personne tout en ignorant ses besoins. Ils se soutiennent mutuellement, célèbrent les réalisations et offrent leur soutien librement, non pas comme une dette due, mais comme un cadeau donné volontairement. Fixer des limites n'a pas été facile, surtout lorsque la culpabilité a essayé de s'infiltrer. Mais grâce à la thérapie, j'en suis venu à comprendre que me protéger n'était pas égoïste, c'était nécessaire. Aider les autres ne devrait jamais se faire au prix de se perdre soi-même. En traçant une ligne ferme entre mon passé et mon présent, j'ai récupéré mon pouvoir. J'ai choisi la liberté plutôt que le ressentiment, la croissance plutôt que la stagnation et le bonheur plutôt que l'amertume. En regardant en arrière, je vois deux versions de moi-même, le garçon qui a quitté la maison à la tombée de la nuit, ne portant que de la détermination, et l'homme assis ici aujourd'hui, entouré d'amour et de succès. Les deux font partie de moi, mais ils ne me définissent plus. Ce qui me définit maintenant, c'est la vie que j'ai créée, une vie où je suis valorisé, respecté et libre. À tous ceux qui lisent ceci, sachez ceci, parfois, la famille dans laquelle vous êtes né n'est pas la famille avec laquelle vous êtes censé rester. Et c'est normal. Vous avez le droit de vous éloigner de la toxicité, de fixer des limites et de construire votre propre cercle avec des personnes qui vous chérissent vraiment. Ce n'est pas une trahison, c'est l'équité. Ce n'est pas un abandon, c'est une libération. Le vrai bonheur ne vient pas en s'accrochant à des liens brisés, mais en forgeant de nouveau avec ceux qui voient votre valeur. Le soleil plonge sous l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et roses. Je prends une profonde inspiration, savourant le moment. C'est ma vie maintenant, un témoignage de résilience, d'espoir et de la conviction que tout le monde mérite d'être vu et aimé pour ce qu'il est. Et, pour la première fois, je sais que j'ai trouvé exactement ma place.